Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Retour de Donald Trump au devant de la scène avec l'ouverture de son procès au Sénat. La semaine prochaine, on reproche à l'ancien président son rôle présumé dans les violences du Capitole. Donald Trump a déjà annoncé son refus de témoigner au procès. WhatsApp et l'affaire du partage des données utilisateurs avec la société mère Facebook, une affaire qui a fait le buzz, surtout quand le patron de Tesla, Elon Musk, a invité ses followers à s'inscrire sur Signal. Nous vous expliquerons dans quelques instants avec nos chroniqueurs de quoi il s'agit exactement et puis surtout qui est concerné par ces changements dans la politique de WhatsApp. Bienvenue à tous. La semaine prochaine donc débutera à Washington le procès de Donald Trump pour incitation à l'insurrection lors des violences du Capitole dans le cadre de la procédure de destitution en cours. Procès qui aura lieu au Sénat américain. Une procédure historique mais qui a aujourd'hui peu de chances d'aboutir. Donald Trump a déjà annoncé d'ailleurs son refus d'aller témoigner au procès devant le Sénat. Pour discuter donc de ce premier sujet, j'ai le plaisir d'avoir tout d'abord ici à Issy-les-Moulineaux à mes côtés. Bonjour Bruno Darroux, notre spécialiste de politique internationale. Merci d'être avec nous. Et depuis Washington, notre correspondante Sonia Dredi. Bonjour Sonia. C'est d'ailleurs avec vous que je commence. Alors Sonia, il s'agit d'une seconde mise en accusation de Donald Trump, ce qui est déjà historique en soi. Mais que pouvez-vous nous dire de l'acte de mise en accusation qui a été transmis par Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants au Sénat? Alors Donald Trump est accusé d'avoir incité ses partisans à prendre d'assaut le Capitole le 6 janvier, cela alors que les élus devaient certifier ce même jour la victoire de Joe Biden. Juste avant cet assaut, Donald Trump s'était exprimé devant une foule de ses partisans à Washington et il avait notamment déclaré « Vous ne reprendrez pas le pays en étant faible, vous devez montrer de la force ». Alors la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, a notamment expliqué pourquoi ce procès était important, pourquoi il devait avoir lieu. Cette semaine, elle a dit le monde entier a été témoin de cet assaut et vous vous demandez pourquoi ce procès doit avoir lieu. Eh bien, demandez donc à nos pères fondateurs, a-t-elle déclaré. Pour les démocrates et aussi pour certains républicains, il est important que cet acte ne reste pas sans conséquences. Alors, comme vous l'avez dit, les démocrates souhaitaient que Donald Trump puisse témoigner sous serment lors de ce procès. Il refuse. Ses avocats dénoncent un coup de communication et un acte anticonstitutionnel parce que, selon eux, seul un président en exercice peut faire l'objet de cette procédure de destitution. Alors, Bruno, les démocrates ont besoin de 17 républicains pour une condamnation au Sénat. Or, cela semble un peu difficile aujourd'hui. Oui, cela semble plus que difficile. Cela semble totalement improbable. Alors pourquoi 17 républicains? D'abord, au Sénat, il y a 100 sénateurs, 50 démocrates, 50 républicains, et avec la voix de la vice-présidente Kamala Harris, démocrate, donc pour le cas échéant, permettre des majorités simples aux démocrates. Mais en l'occurrence, il faut non pas une majorité simple, mais une majorité des 2/3, donc 50 plus 17, ça fait 67 sur 100, on est aux 2/3. Donc voilà pourquoi ils ont besoin de ces 17 élus républicains. Alors, dès le départ, ça semblait compliqué et ça semble se confirmer en fait depuis que Donald Trump a quitté la Maison-Blanche depuis le 21 janvier, tout simplement parce que le Parti républicain dans son ensemble semble rester assez fidèle à Donald Trump. Il y a eu un événement d'ailleurs qui était assez intéressant le 26 janvier. Il y a eu un sénateur républicain, Rand Paul, sénateur du Kentucky, qui a déposé une objection contre la procédure d'impeachment parce qu'il estimait, c'est ce qu'évoquait Sonia à l'instant, c'est de l'autre côté de la pièce, il estimait qu'il n'était pas constitutionnel de convoquer pour un procès au Sénat en procédure d'impeachment un président ayant quitté ses fonctions. Parce que d'ailleurs, la Constitution ne parle pas vraiment de ce cas, en fait. L'impeachment, c'est pour les présidents qui sont en place à la Constitution, elle n'est pas vraiment claire, parce qu'il faut quand même signaler que l'impeachment ne concerne pas que les présidents, ça concerne toutes les personnes qui sont nommées à des fonctions administratives, fédérales, etc. Et que dans le passé, il y a eu des personnalités ayant exercé des fonctions qui ont été mises en impeachment et qui ont été condamnées après leur départ
de fonction. Donc, dans la globalité, si vous voulez, de la procédure d'impeachment, ça s'est déjà produit, mais ça n'a jamais concerné un président en procédure d'impeachment. Donc là, effectivement, ça paraît quand même très compliqué. Et qu'est-ce qui s'est passé ce 26 janvier sur cette objection du sénateur républicain? Eh bien, seuls 5 sénateurs républicains ont voté avec les démocrates contre l'objection, ce qui veut dire que 45 républicains sur 50 ont voté pour l'objection, ce qui veut dire que s'il fallait qu'ils revotent, on serait dans cet ordre d'idées. Peut-être qu'il y aurait 4-5 sénateurs républicains qui voteraient avec les démocrates, mais on est loin des 67. Mais on avait un peu senti d'ailleurs qu'il y avait quelques républicains, en tout cas, qui critiquaient un peu Donald Trump quand il était encore en place, mais depuis son départ, effectivement, les choses sont peut-être un peu retombées. Alors, Sonia, si par miracle, quand même, Donald Trump, si par miracle, justement, cela arrivait, qu'on arrivait à obtenir les 17 votes, cela voudrait dire que Donald Trump serait inéligible pour les prochaines élections. Mais il y a d'autres affaires, en fait, qui pourraient menacer l'ancien président, entre autres des soupçons de fraude fiscale ou encore des accusations d'agression sexuelle. Oui, alors c'est pas tout à fait automatique, c'est si jamais il est destitué, eh bien il pourrait y avoir un autre vote pour voter sur son inéligibilité. Et c'est ce qui intéressait d'ailleurs certains républicains qui veulent se débarrasser de Donald Trump dans le parti. Mais comme l'a dit Bruno, eh bien, finalement, une grande majorité, a priori, va voter contre la destitution de Donald Trump. Et en effet, maintenant que l'ancien président a perdu l'immunité présidentielle, eh bien, il y a un certain nombre de procédures judiciaires qui sont en cours. Il y a notamment un procureur de New York qui est assez trousse. Il a ouvert une enquête contre Donald Trump pour fraude fiscale et fraude aux assurances. Et puis, parmi la trentaine de femmes qui ont accusé Donald Trump d'agression sexuelle, eh bien, une dizaine a porté plainte. Et donc, plusieurs de ces procédures pourraient reprendre leur cours. Alors, lui, Donald Trump, qui a priori ne sera pas inéligible, selon plusieurs rumeurs, a l'intention de se représenter éventuellement en 2024, en tout cas de continuer à faire de la politique. Il est avec certains anciens conseillers de la Maison-Blanche désormais en Floride. Mais vu toutes ces procédures judiciaires en cours, on peut imaginer que son armada d'avocats va être très occupé avec ces différentes procédures dans les mois et les années à venir. Alors justement à ce propos, Bruno, est-ce qu'on a un peu des infos sur la vie de Donald Trump désormais depuis qu'il est parti en Floride? Alors on en a entendu parler cette semaine, comme je le disais tout à l'heure, puisqu'il a annoncé qu'il refusait d'aller témoigner devant le Sénat. Mais que devient-il depuis la sortie de la Maison-Blanche? C'est un peu Sea Golf and Sun, pour détourner le... un peu comme avant d'ailleurs. Le fameux slogan, c'est-à-dire que Donald Trump, il est en Floride, il a du soleil. Alors, on ne sait pas s'il se baigne, enfin, il a une piscine, et il a une très belle villa, très très belle villa, et puis il continue à faire du golf. Bon, pour le moment, il est assez silencieux parce qu'il est toujours... Ses comptes sont toujours bloqués sur Twitter, Facebook, etc. Donc, depuis le 20 janvier, il n'y a plus de tweets rageurs ou de fantastiques, etc., comme on en avait l'habitude. Ce qui a eu d'ailleurs, selon certaines études publiées aux États-Unis, pour conséquence d'ailleurs une diminution des fake news sur les réseaux sociaux, puisque du coup, beaucoup de ses partisans se trouvent un peu, parce que leur héros n'est plus là. En fait, ils tweetent moins ou ils communiquent moins, notamment le nombre d'Américains partisans de Donald Trump qui pensent que l'élection a été volée apparemment a fortement diminué. Et puis, Sonia en parlait à l'instant, il est sans doute avec ses avocats, etc., parce qu'il prépare, je pense que ça, il doit quand même y travailler, il prépare évidemment toutes les procédures judiciaires, comment faire face à tout ça. Et puis, il continue quand même à faire de la politique, puisqu'on disait que le Parti républicain, dans son ensemble, finalement, reste assez fidèle à Donald Trump, de gré ou de force, j'allais dire, soit parce que par conviction en quelque sorte, soit parce que ces élus se rendent compte que Trump reste très fidèle, très populaire parmi les électeurs, donc c'est leur intérêt à eux aussi de rester derrière Donald Trump. Du coup, il envisageait de créer son propre parti, qui se serait appelé le Parti des Patriotes, mais finalement, vu l'ambiance au Parti républicain, si vous voulez, il va surtout essayer de reprendre ou de fortifier son contrôle sur le Parti républicain.
Alors, Sonia, par contre, comment ça se passe du côté de Mike Pence? L'ancien vice-président avait refusé, on l'a vu après les violences du Capitole, d'invoquer le 25e amendement à l'époque demandé par les démocrates, le 25e amendement de la Constitution américaine, qui permettait d'ailleurs de déclarer le président en poste inapte à l'exercice de ses fonctions. Mais il a aussi boudé la cérémonie de départ, le pot de départ de Donald Trump avant de quitter la Maison-Blanche et a préféré aller à l'investiture de Joe Biden. Que devient-il aujourd'hui, Mike Pence? Oui, alors tout à fait, c'est vrai que Mike Pence est resté très fidèle à Donald Trump jusqu'à la fin, mais après l'attaque du Capitole, plusieurs sources proches de la Maison-Blanche ont décrit un vice-président furieux d'avoir été maltraité par le président, furieux parce que Donald Trump a presque jeté au lion son vice-président en le critiquant fortement devant ses partisans, et notamment pour l'empêcher d'invoquer le 25e amendement. Donc vraiment, leur relation a été très mise à mal les dernières semaines de la présidence de Donald Trump. En effet, il n'a pas été à la petite cérémonie de départ de Donald Trump. Alors, Mike Pence a évoqué des raisons logistiques, parce que c'est vrai que c'était difficile de se rendre d'abord à cette base aérienne pour la célébration de Donald Trump et quelques heures plus tard d'être au Congrès pour l'investiture de Joe Biden. Mais il reste qu'il était présent à l'investiture de Joe Biden et pas à la cérémonie de départ de Donald Trump. On a appris cette semaine qu'il allait rejoindre le think tank Heritage Foundation, qui est un think tank, un centre de recherche très conservateur à Washington, et puis qu'il allait lancer son propre podcast, un podcast qu'il va mettre en place dans les prochains mois avec un groupe de jeunes conservateurs. Il faut dire que Mike Pence, avant d'être vice-président et avant d'être au Congrès, a démarré en fait sa carrière comme journaliste de radio, d'une radio très conservatrice. Et pour terminer, c'est vrai comme vous l'avez dit, Donald Trump est encore très populaire au sein du Parti républicain, et finalement, il n'y a pas de grand mouvement derrière Mike Pence. Merci beaucoup, Sonia Dridi, d'avoir été avec nous depuis Washington. Merci beaucoup, Bruno, d'avoir été avec nous ici dans les studios. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie de Demain à la Une. À tout de suite.